Nicolas Sarkozy, les commentaires vont bon train sur l'état de ses relations avec Angela Merkel. Qu'y a-t-il derrière les embrassades et les sourires de façade? Pour répondre à ces questions, nous avons interviewé des historiens, des philosophes, des connaisseurs des coulisses à Paris, mais aussi ici à Berlin. Et vous allez voir que du couple De Gaulle-Adenauer, en passant par Chirac-Schröder et Merkel-Sarkozy, la réalité des rapports s'éloigne parfois un peu des clichés de l'album Souvenir. Le couple franco-allemand est toujours un choix de raison. Imaginez-vous que vous êtes marié, vous vous êtes jeté dans ce mariage et vous ne vous connaissez pas. Hein, c'est comme un mariage arrangé. Et donc il y a une phase d'apprentissage jusqu'aux événements qui là fait qu'on trouve ces marques les uns avec les autres. Et il y a plusieurs couples où il y a eu au début des réticences ou au moins une certaine méfiance. Mais c'est mieux d'être amis sur une base très rationnelle que seulement par l'enthousiasme. L'enthousiasme, l'amour de la première heure s'évanouit. On n'a pas des relations ainsi avec la Pologne ou l'Angleterre. La France est pour l'Allemagne le pays le plus important, le voisin le plus important, et c'est la même chose d'autre côté. Il faut ces images. Je pense que pour les citoyens, il faut ces symboles forts qui réduisent la complexité de la politique un instant. Et je pense que cet instant, il en dit quand même quelque chose. Vous savez, quand la France et l'Allemagne ne sont pas d'accord, tout le monde est désolé et effaré. Et si la France et l'Allemagne sont trop d'accord, les autres vont dire « Ah ben on ne peut plus rien faire de notre côté ». En général, à chaque conférence de presse, on nous demande quel est l'état de nos relations. Mais franchement, là, je vous remercie parce que je vois que ça progresse puisque vous nous demandez donc si on ne s'entend pas trop bien sur le dos des autres. Alors on s'entend très bien et c'est pas sur le dos des autres. Voilà. Récemment, là, avec la crise, cette conférence de presse commune, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une amélioration des relations ou finalement rien n'a changé? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas mieux qu'avant. Bon, ils savent qu'il faut être de la même avis quand la situation est grave, la crise économique est grave et Europe et la zone euro est en crise. Et dans ce moment, je crois que ce dialogue en face de la presse est un peu emblématique pour cette situation que les deux politiciens disent qu'il faut être à l'unanimité, mais dans les problèmes mêmes, il y a des divergences graves et que les deux ne savent pas comment obtenir des compromis et des solutions communes. Et j'ajoute qu'avec les difficultés que nous connaissons en France, les difficultés que nous connaissons en Allemagne, les difficultés qu'on connaît en Europe, les difficultés qu'on connaît dans le monde, si en plus on avait sur le dos une division entre l'Allemagne et la France, je ne vois vraiment pas qui en profiterait. Alors, vraiment, moi, il me semble que c'est même une question de responsabilité politique. Quand il parle là de responsabilité politique, de la nécessité que le couple franco-allemand, enfin de bien s'entendre avec l'Allemagne, on a l'impression qu'il donne vraiment des gages de bonne volonté après une période où il avait été très critiqué pour son côté très personnel. Est-ce que là, vous avez l'impression qu'il a changé, justement? Ah oui, quand je compare cela avec le début de son mandat, vous avez tout à fait raison. Et là, j'ai l'impression que, encore une fois, un président français ou un chef d'État allemand, comme d'autres, il a appris le franco-allemand. Ça a mis du temps de le comprendre et parfois, il retombe dans de vieilles attitudes. Sur l'analyse de la gravité de la situation économique, on a fait le même constat. Donc on est d'accord sur la coordination, on est d'accord sur la nécessité de prendre d'autres mesures. La France y travaille, l'Allemagne y réfléchit. Voilà, la phrase célèbre, l'Allemagne qui réfléchit, la France qui agit. Hein, et cette phrase qui a quand même
semé un peu la perplexité, disons, en Allemagne. Vous avez souri à la phrase la France y travaille, l'Allemagne y réfléchit. Pourquoi ça vous fait sourire cette phrase? C'est une phrase fameuse maintenant en Allemagne, car bon c'était une attaque publique très forte. C'était la réception en Allemagne. Exactement, ça a vexé. Ça a vexé les Allemands, surtout les Allemands se sont dit, c'est quand même incroyable, nous avons fait nos réformes, la France n'a rien fait, c'est uniquement Nicolas Sarkozy qui a entamé, qui a commencé ces réformes, nous l'avons fait, pourquoi se reproche maintenant? Soyons honnêtes, je suis pas sûr que dans l'esprit du président de la République, c'est forcément été négatif. Ça a été perçu négativement par la suite, où notamment la presse allemande a dit mais ce président, pour qui il se prend, il fait comme si l'Allemagne n'a dit chez jamais, mais bon, réfléchissait toujours. Et donc ça a été, c'est-à-dire ça a renforcé le côté arrogance française, surtout qu'on est en pleine présidence de l'Union européenne par la France, et donc c'est vrai qu'il en est résulté un malaise. Alors bon, ensuite il a essayé de corriger lors d'une prochaine rencontre, il va dire mais finalement voyez-vous cette fois-ci c'est la France qui réfléchit et l'Allemagne qui agit. Mais ça n'a pas amélioré vraiment son image outre-Rhin. On a quand même l'impression qu'il a fait beaucoup d'efforts, du moins c'est un peu comme ça que ça avait été présenté côté français. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Moi, je crois que c'est un investissement rhétorique pour générer un peu de sympathie et de confiance. Prenez ce qu'a dit Angela Merkel, vous le traduisez en français, et c'est exactement ce que je pense. Mais depuis, quand on discute les vrais problèmes, à cette époque-là, la discussion sur une réponse commune européenne financière pour aider les banques, c'était une chose complètement différente et les Allemands étaient les premiers à attaquer, à freiner les efforts de Sarkozy. Oui, la différence c'est que les Allemands et notamment Angela Merkel ont insisté sur le fait qu'ils freinaient, alors que Nicolas Sarkozy insistait sur le fait qu'ils étaient d'accord. Oui. J'ai rappelé que je tenais à certaines mesures qui ne coûtent pas d'argent. Le risque que nous courons un peu aujourd'hui, compte tenu d'informations qui ne sont pas toujours faciles à interpréter, c'est qu'on confonde action et précipitation. Sur l'analyse de la gravité de la situation économique, on a fait le même constat. Donc on est d'accord sur la coordination, on est d'accord sur la nécessité de prendre d'autres mesures. La France y travaille, l'Allemagne y réfléchit. Il pense en catégorie de réussite, elle pense en catégorie de problèmes. Elle pense aux résultats, lui il pense aux effets. Et son résumé exprime cela parfaitement. Hein. Il fait une énumération de toutes les prestations que cette rencontre magnifique a produites. Je pense qu'il y a eu une mésentente assez profonde, si j'ose dire, entre l'atmosphère n'était pas bonne, spontanément, je pense, entre Nicolas Sarkozy qui, contrairement à un homme comme Valéry Giscard d'Estaing, aussi contrairement à un homme comme Mitterrand, n'a pas ce sens spontané de l'Allemagne. Je ne sens pas qu'il y a quelque chose d'a prioriment positif chez lui vis-à-vis de l'Allemagne. Et la même chose, je pense, vaut pour Angela Merkel. C'est une femme qui est sans doute née à Hambourg, mais qui a grandi, qui a passé la majeure partie de sa vie en RDA. La France était très loin, et je pense qu'elle non plus, elle n'a pas le sens spontané de la voisine française. Les sourires affichés devant les caméras sont trompeurs. Malgré ses efforts, Nicolas Sarkozy n'a pas réussi à convaincre Angela Merkel de soutenir le plan de relance économique européen. J'ai rappelé que je tenais à certaines mesures qui ne coûtent pas d'argent. Le risque que nous courons un peu aujourd'hui, compte tenu d'informations qui ne sont pas toujours faciles à interpréter, c'est qu'on confonde action et précipitation. Oui, action, elle oppose action et précipitation.
Et, bon, les Allemands, en 2007, ont été vraiment fascinés par le personnage de Nicolas Sarkozy. Dans la presse, il y avait évidemment des comparaisons avec Napoléon, le Français type pour certains Allemands. Et donc, d'un côté, un actionnisme affiché, un volontarisme affiché, qu'attendent les Français aussi de la part de leurs hommes politiques, parce qu'ils veulent avoir le sens que l'homme peut changer quelque chose aux circonstances. Hein. Donc volontarisme, actionnisme d'un côté, et prudence et pragmatisme, je dirais, de l'autre. D'accord, les attentes ne sont pas les mêmes des deux côtés, et donc du coup, l'attitude de la personne au pouvoir n'est pas la même, et c'est ce qui explique ce décalage peut-être entre Merkel et Sarkozy, Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Tout à fait. Dans votre livre, vous expliquez qu'il y a un éclatement du couple franco-allemand un peu inéluctable, et vous expliquez que les Allemands ont évolué et qu'aujourd'hui, ils se sont un peu défaits de leur rôle d'idiot de la famille européenne et qu'ils ont évolué vers un égoïsme normal, un égoïsme dans lequel les Français leur ont souvent donné l'exemple. Quand vous voyez ça, est-ce que finalement, là, Angela Merkel, elle n'est pas dans cet égoïsme finalement que vous décrivez? Elle défend les intérêts de l'Allemagne, elle ne veut pas payer pour l'Europe. Est-ce qu'elle est dans cette incarnation-là? Oui, je pense qu'elle incarne maintenant les résultats de quelques décennies de normalisation. Hein, le privilège de se présenter sous une forme un peu moins charmante, un peu plus rude, un peu inflexible, est déjà le résultat de ce que j'appelle le processus de normalisation. Autrefois, on serait beaucoup trop motivé par le sentiment de culpabilité, soit personnel, soit collectif ou hérité, aurait tout simplement rendu impossible une attitude pareille. En plus, elle amène un élément probablement très peu déchiffrable pour un spectateur français, c'est l'attitude d'une femme qui a passé sa jeunesse dans un pays dont les ressortissants avaient appris qu'il représentait la meilleure partie de l'Allemagne. Oui, elle n'est pas concernée par cette culpabilité de l'Allemagne. On peut dire que finalement, la relation Sarkozy-Merkel, c'est parce que Angela Merkel ne culpabilise pas, elle. Est-ce que c'est pas lié finalement à... Elle est moins coupable que les Allemands de l'Ouest dans son comportement profond, c'est-à-dire dans l'habitus politico-psychologique qu'elle a assumé au cours de sa socialisation dans la RDA. Ça c'est sûr. Et en cela, elle ressemble curieusement aux Français, parce qu'ils sont à leur tour pas vraiment doués pour la culpabilité. Un jour historique pour la réconciliation entre Paris et Berlin. Le président français aux côtés de son homologue allemand sur l'esplanade du mémorial de Caen. Gerhard Schröder est accueilli chaleureusement par la foule et pour la première fois, la fanfare joue l'hymne national germanique avant la Marseillaise. Car c'est la première fois qu'un dirigeant allemand accepte de se rendre aux commémorations du débarquement. En ce jour du souvenir et de l'espérance, les Françaises et les Français vous reçoivent plus que jamais en amis, ils vous reçoivent en frères. Le couple franco-allemand s'incarne toujours dans des personnes et dans des images. Celle-ci, pour moi, c'est l'image que je retiendrai effectivement de la relation entre Jacques Chirac et Gerhard Schröder. Réconciliation historique de nos deux nations. 60 ans après, le chancelier allemand reconnaît la responsabilité de l'Allemagne dans ce conflit. Pour lui, le 6 juin doit être le symbole de la libération et non plus de l'invasion. Nous, les Allemands, nous savons qui a déclenché la guerre. Nous connaissons notre responsabilité devant l'histoire, mais nous savons aussi que ces morts n'ont pas été inutiles. Car aujourd'hui, nous vivons en paix et en liberté. Nous vous en remercions.
C'est clair que pour Gerhard Schröder, par rapport au passé allemand, ce que ça peut avoir de lourd, de terriblement structurant et encore terriblement culpabilisant, être là à cet instant, faire le choix de dire ça, c'est-à-dire c'est une libération, c'est pas de l'invasion, c'est un moment extrêmement fort. Et donc, pour lui, il y a ce moment d'émotion et il le traduit dans les actes. C'est comme la main dans la main Mitterrand-Kohl. Au fond, cette émotion finit par sortir par-delà le comportement des hommes d'État, qui est nécessairement un comportement maîtrisé. On voit bien que Schröder est ému. Ils font quasiment dans les bras de Chirac et il est en train de se dire oui, j'ai fait quand même un discours que j'aurais peut-être pas imaginé faire quand je suis arrivé à la chancellerie en 98. Donc il y a une forme de maturité du chancelier, n'est-ce pas, qui avait démarré. Pas oublier que le premier discours de Schröder, du 10 novembre 1998, il dit « Je suis le chancelier d'une Allemagne devenue adulte ». Bon, ça veut dire que c'est une Allemagne qui va tenir compte de l'histoire, évidemment, parce qu'elle n'est pas ahistorique, mais qui va défendre ses propres intérêts, une Allemagne grande, qui veut compter sur la vie internationale, et que l'histoire ne va pas à chaque fois nous empêcher d'agir comme on le souhaiterait. Chirac-Schröder, c'est pas simple au départ, parce que Gerhard Schröder arrive avec l'idée qu'il faut tourner en quelque sorte la page de la guerre, que l'Allemagne maintenant doit s'inscrire dans une stratégie de puissance nouvelle, moderne, etc. Et au fond, on va comprendre petit à petit l'importance du couple franco-allemand. Il y a le traité de Nice qui est un mauvais moment. Les Français et les Allemands s'entendent pas bien, le compromis n'est pas excellent. Lorsque la France et l'Allemagne ne partagent pas la même vision de l'Europe, l'Europe piétine. Le sommet de Nice en est l'illustration. 5 jours de laborieuses négociations pour un accord minimaliste. Les relations franco-allemandes, c'était au bord de la catastrophe en ce moment-là. Le sommet a presque échoué. L'un et l'autre étaient déterminés à montrer à l'un ou à l'autre qu'il est plus fort et plus décisif et le vrai leader. Reste à trouver le tour de main qui ménage les orgueils nationaux. Finalement, c'était pire, bien pire que ce qu'on a pu voir entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy. Beaucoup pire. Il y a une certaine tradition des combats, bras de fer entre la France et l'Allemagne au niveau européen, et que c'est plus de normalité de bataille que de paix. Et au fond là, et l'un et l'autre vont comprendre qu'il faut changer, qu'il faut s'entendre. C'est l'idée du Blechheim. Toutes les 6 semaines, il faut se rencontrer en tête à tête, décider ensemble. Et puis après, l'événement qui cimente évidemment très fortement le couple, c'est la question irakienne. On a la France et l'Allemagne, côte à côte, pour poser une voix forte d'une Europe indépendante face à la stratégie qui a été choisie par les États-Unis et par le président Bush et qui considère comme mauvaise. Bien sûr, un seul sujet de discussion, l'Irak, et une obsession, faire barrage à une nouvelle résolution des Nations Unies qui placerait le monde dans une logique de guerre. En vérité, nous ne voyons rien dans la situation actuelle qui justifie une nouvelle résolution. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, dira le chancelier, je crois que ce qui différencie cette bonne vieille Europe d'autres régions du monde, c'est que dans la conscience collective des peuples européens, il y a une connaissance de ce qu'est la guerre et des méfaits qu'elle représente vraiment. Pour Schröder, c'était très difficile. Il y avait beaucoup de résistance en Allemagne, car la bataille avec les États-Unis était pas populaire dans le cadre politique. C'était coûteux politiquement. Et pour ça, il a investi beaucoup dans ses relations, ses liens avec Chirac. La France a l'habitude de s'affirmer différente des États-Unis. Pour l'Allemagne, depuis la guerre, c'est très compliqué. Et donc là, effectivement, la dimension personnelle devient importante. Et ensuite, elle a énormément structuré la relation entre Chirac et Schröder. Que Schröder ait eu le courage de s'asseoir sur des années et des décennies de politique allemande vis-à-vis des États-Unis, parce qu'il estimait que ce n'était pas l'intérêt de son pays et l'intérêt de l'Europe, a quand même très impressionné Chirac, parce qu'il a vu au fond que quelque part, l'Allemagne était définitivement enracinée dans l'Europe. Et que Chirac ait eu l'estomac de dire « je mets mon veto aux Nations Unies » et d'être prêt à le faire juste avant que la guerre se déclenche, au fond a très largement beaucoup impressionné Gerhard Schröder. Et là, on passe de la relation d'État à la relation de respect extrêmement fort qui ensuite va nourrir la relation d'amitié.
un conseil des ministres franco-allemand de l'inédit où chacun se dispute en amabilité. Et il y a au fond une sorte de cycle en 3 temps, toujours. Premier temps, c'est difficile au départ, parce qu'il faut l'accepter. Deuxième temps, chacun comprend qu'il est absolument majeur au plan européen et au plan national, avec un événement qui cimente. Et enfin, bien souvent, ça se finit par des relations d'amitié extrêmement fortes. Vous avez l'exemple de Giscard et d'Helmut Schmidt, ou de Chirac et Gerhard Schröder, parce qu'au fond, ce destin partagé, cette construction partagée finit par cimenter les gens. Il y a quelque chose d'assez alchimique dans le couple franco-allemand. Vraiment, ces 3 phases-là sont très très fortes. Du décès de François Mitterrand en 1996, les Français retiendront entre autres cette image prise sur le vif à la cathédrale Notre-Dame. Et on voit monsieur Helmut Kohl extrêmement ému, il pleure. Il faut le dire, un chancelier allemand pleure à Notre-Dame à cause de son amitié politique profonde pour un président français. Ça, c'est inouï. C'est aussi un grand symbole. C'était vraiment des larmes d'un ami, alors. C'était les larmes d'un ami, parce que ce jour-là, il est devenu conscient qu'il avait perdu un ami. Parce que quand même, les deux ont travaillé ensemble entre 82 et 95, quand même 13 ans de coopération, qui s'est avéré au départ un peu difficile. C'était des hommes d'une origine totalement différente. Le long des années, il y a une vraie amitié qui s'est forgée, avec beaucoup de respect l'un pour l'autre. Je vous dis, ça allait aussi loin que de temps en temps, des gens extérieurs à Kohl-Mitterrand se demandaient mais qu'est-ce qu'ils se racontent lorsqu'ils font la petite promenade. Heureusement, à l'époque, les micros, les lampes perches étaient défendus. Les deux se parlaient. Et comme Kohl comprenait assez bien le français, François Mitterrand pouvait parler français et Kohl répondait, je dirais, dans un français qu'il ne voulait pas utiliser en public. Le point d'orgue de l'amitié et de la réconciliation est atteint lorsque le 22 septembre 1984 à Verdun, Helmut Kohl et François Mitterrand, par un geste fort, consacrent le caractère irréversible du pacte franco-allemand. La complicité des deux hommes met alors en évidence une règle désormais établie. Lorsque la France et l'Allemagne ne s'entendent pas, l'Europe piétine. Lorsque la France et l'Allemagne s'entendent, l'Europe avance. Vous pensez qu'ils l'ont fait en pensant à la force symbolique que ça pouvait avoir, ou vous pensez qu'ils n'en avaient pas forcément conscience sur le moment? Selon tous les témoins et les témoignages des deux acteurs, c'était un acte spontané. Voilà, ça c'est clair. Pris par l'émotion, dans ce lieu, Verdun, avec autant de morts. Comme l'acte de Willy Brandt à Varsovie, quand il est tombé sur ses genoux, n'est-ce pas? C'était aussi un acte spontané. Et cela, si cela aurait été, disons, planifié, projeté par des conseillers, toute la signification symbolique serait nulle. Le symbole vit de ce fait que c'est émergé spontanément. Parce que parfois, vous savez, entre rencontres de chefs d'État, tout est calculé à la minute. Bon. Et là, pas du tout. Spontanément, d'ailleurs, je crois que c'est François Mitterrand qui a tendu la main à Helmut Kohl, qui a répondu immédiatement. Et donc, on voit bien l'intensité quand même qu'il y a chez ces deux hommes. Et le meilleur exemple, c'est que ça va se prolonger ultérieurement. Donc, je crois que chez ces deux individus, il y a l'idée que l'entente franco-allemande, elle est incontournable. Et même s'il y a des moments, il y a des crispations, des malentendus, etc., on ne peut pas faire autrement. Historiquement, c'est impossible de gérer la chose autrement. Pour l'instant, il y a une formidable poussée que vous constatez comme moi en Allemagne de l'Est vers la liberté, vers un système démocratique où les Allemands de l'Est se retrouveront mieux chez eux et non pas contraints, comme certains le font, d'aller ailleurs, y compris dans un État frère,
Mais entre ce phénomène et le phénomène organique que signifierait une réunification, un certain nombre d'actes et de délais se produiront sans doute. Nous aurons l'occasion d'en reparler. Alors ça, c'est intéressant parce que là, on est quand même loin de l'enthousiasme. Oui. Hein, donc on voit bien qu'ils constatent... Des délais auront lieu. voilà, on constate. Et ça fait partie des malentendus aussi, hein, franco-allemands. C'est-à-dire que là, François Mitterrand laisse entendre que, bon, bah très bien, l'unification, je prends acte de ce qui s'est passé. Par contre, bon, les choses ne sont pas encore faites. Et donc là, il y a un malaise très fort qui va naître entre Kohl et Mitterrand, mais aussi, au-delà de ça, entre l'opinion publique allemande et la France. Et je me souviens, lorsque on a eu les célébrations du 10e anniversaire de la chute du mur, la presse allemande a été d'une dureté incroyable à l'égard de la France. Donc en 99. En 99. Bon. Et là, on va voir comment ça va se passer en 2009, mais il en est resté quelque chose. Et pourtant, quand même, Mitterrand termine sa phrase, on va le laisser terminer. Il n'y a pas, de la part de la France, de réserve historique sur ce point. Il dit quand même qu'il n'y a pas de réserve. Oui, on peut dire que pour sa génération, quand même, il fait un grand pas. Bien sûr, mais c'est intéressant parce qu'il est obligé de le dire. La preuve que ça paraît pas si évident. Il prononce le mot réunification. Donc, de ce point de vue, peut-être du point de vue de la France, il y a quand même Ah oui, mais je pense qu'on a deux phases très intéressantes dans l'unification. On a deux phases concernant les réactions de la France. On a une première phase, et je pense que celle-ci en fait partie. Et puis, il y a une deuxième phase, je dirais, que je situerai à partir de janvier, février 90, où la France va accepter fondamentalement l'unification. Bon, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé entre-temps que Gorbatchev a dit oui. Et l'espoir de Mitterrand, alors là on peut ne pas croire ce que dit Jacques Attali dans ses mémoires, verbatim là en question, hein, parce que c'est contesté par certains, mais en tout cas, il dit, Jacques Attali, que Mitterrand espérait que la Russie bloquerait l'unification. D'accord, en tout donc cas, la il dit oui retarderait. du bout des lèvres, comme on le voit là, mais en espérant que d'autres bloquent. Voilà, il dit j'ai pas besoin, de toute façon, les Russes en voudront pas. Et puis le problème, c'est qu'en janvier, février 90, Gorbatchev finit par dire oui. Et que là, la France ne veut surtout pas se trouver isolée, et la France finit par monter dans le train. Donc finalement, ils ont réussi à surmonter ce différend. Absolument. Alors je pense que, pour revenir à un sujet qu'on a évoqué précédemment, le rapport des deux hommes à l'histoire, l'histoire avec un grand H, a fait que, passé cette période de crispation, tout de suite ils se sont dit, il faut qu'on transforme cette période de crispation en quelque chose de positif. Et donc, au lendemain de cette phase un petit peu délicate, les négociations sur l'Europe de demain vont être lancées. Et ça va déboucher d'ailleurs, ultérieurement, sur Maastricht. On sent bien que les deux hommes, face à l'histoire, se disent, bon, on ne peut pas en rester là, il faut relancer la machine, et elle ne peut être relancée que par un grand projet européen, par le haut. Je ne suis pas venu célébrer la victoire, dont je me suis réjoui pour mon pays en 1945. Je ne suis pas venu souligner la défaite, parce que j'ai su ce qu'il y avait de fort dans le peuple allemand, ses vertus, son courage. Et peu m'importe son uniforme, et même l'idée qui habitait l'esprit de ces soldats qui allaient mourir en si grand nombre. Ils étaient courageux. L'Europe, nous la faisons, nous aimons nos patries, restons fidèles à nous-mêmes, relions le passé et le futur, et nous pourrons passer l'esprit en paix, le témoin à ceux qui vont nous suivre. Merci. Je pense que ce discours du 8 mai 1995, c'est en sorte le testament de François Mitterrand pour les Allemands. C'est le discours le plus remarquable que j'ai entendu le long des années de la part de François Mitterrand. Un discours d'ailleurs libre, et c'était un discours, je dirais, où il exprimait son respect profond face au peuple allemand. Oui, donc il admire le courage des soldats allemands qui allaient mourir en si grand nombre. Donc finalement, il remet un peu les deux peuples, c'est ce qu'on sent dans ce discours. Voilà, il les remet sur le même, au même niveau, voilà, sur le même plan. Oui, les deux souffrances se valent, quoi. Aussi, le courage des deux se vaut. Évidemment que non.
Il y a des différences, mais ce que François Mitterrand a voulu, c'est de montrer son respect face au peuple allemand. Et en même temps indiquer, oui, nous avons eu des souffrances dans le passé, mais notre regard, c'est le futur, c'est l'Europe. Et il dit, il prononce, et d'ailleurs c'est là on voit bien son implication, il dit que leur rôle c'est de passer le témoin aux générations futures. Finalement une page se tourne, c'est ce qu'il est en train de dire pour ces 50 ans. Exactement, nous avions eu trois, je dirais, tandems franco-allemands, Adenauer, De Gaulle, ensuite Schmitt et Giscard, et ensuite Mitterrand et Kohl. C'était la génération issue de la guerre, qui avait vécu, je dirais, ce chapitre noir de l'histoire européenne, de l'histoire surtout du peuple allemand. Et aujourd'hui, nous avons affaire à une autre génération d'hommes politiques, de part et d'autre. Ça a changé. Évidemment, il arrive à se comprendre, il utilise une langue de pont, qui est l'anglais en général, et d'où on peut aussi se développer une certaine complicité. Oui, mais sans cette, ce que vous décriviez dans la relation Mitterrand-Kohl, c'était vraiment un vrai intérêt finalement, et puis un désir de parler du passé avec une histoire commune quand même assez forte, voilà, et des souvenirs communs de la guerre. Évidemment, tout ça, on voit bien que ça n'existe plus. La complicité peut plus se nouer là-dessus. Exactement. Regardez, Angela Merkel a grandi à l'Est. Pour elle, la France, c'est tout à fait autre chose que pour Helmut Kohl. Et pour Nicolas Sarkozy, c'est pareil. Un retour aux fondamentaux avec force démonstration. Il y a la bise d'accueil ou le baiser de main, chacun son style. Mais c'est avant tout jour de symbole. Honneur militaire joué devant la Croix de Lorraine, la boisserie à l'horizon. Il y a 50 ans, ici même, le général de Gaulle recevait Konrad Adenauer pour le début de la réconciliation franco-allemande. Aujourd'hui, leurs deux successeurs inauguraient un mémorial. Et là, pour vous, c'est du théâtre ou c'est une vraie amitié? Parce qu'on voit bien que si Nicolas Sarkozy a invité Angela Merkel, c'est pour dire que finalement, leur amitié, elle est aussi forte que celle de De Gaulle et de Adenauer aussi, peut-être. Est-ce qu'il y a une volonté vraiment de faire un geste d'amitié fort? Est-ce que vous pensez que c'est convaincant? Ça ne peut être aussi convaincant que ce qui a lieu à Colombey, les deux églises entre Charles de Gaulle. Mais c'est plus possible. Vous voyez, cette sorte de geste authentique, très personnel, dans notre monde d'aujourd'hui n'est plus possible. Pendant ces 2 jours pratiquement à Colombey, les deux églises, Konrad Adenauer et Charles de Gaulle, ont compris qu'ils s'entendent très bien, les deux messieurs, qu'ils ne se connaissent pas très bien, et qu'ils veulent vraiment lancer un projet en commun. Alors cette visite était une visite très personnelle, mais aussi, bien sûr, une visite extrêmement décisive dans l'histoire des relations franco-allemandes. Oui, et cette visite dont vous parlez aboutira quelques mois plus tard à la signature du traité de l'Élysée, qui restera dans les mémoires comme l'acte fondateur de l'amitié franco-allemande. Je vous propose d'en regarder un extrait. Il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte. Non pas seulement parce qu'il tourne la page après une si longue et si sanglante histoire de lutte et de combat, mais aussi parce qu'il ouvre toutes grandes les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Europe. Voilà, on va arrêter là. C'est donc après ou avant la signature, ou après la signature sans doute du traité d'amitié franco-allemand le 22 janvier 1963, où De Gaulle, avec son style inimitable du plus illustre des Français, explique la césure en effet tout à fait capitale pour les relations franco-allemandes, enclos une époque qui s'étend sur 150 ans, hein, une époque de lutte sanglante où l'Allemagne et la France se sont embrassées, enlacées pour mieux se tuer.
on peut dire. Hein. Il y avait une fascination pour mieux s'anéantir. Hein. Il y avait une fascination de part et d'autre. Et ce que De Gaulle fait là, c'est qu'il libère, disons, il libère les deux peuples de cet entrelacement maladif, de cette fixation maladive de l'un sur l'autre. C'est un des derniers moments de cette histoire de fascination réciproque, mais c'est en même temps le point final. Parce que ce que je dis, que ce que Adenauer et De Gaulle ont vraiment signé, c'est un accord sur la terminaison de cette histoire malsaine. Un traité sur la défascination réciproque des pays. Ce qui implique nécessairement un certain degré de désintéressement mutuel. Si je comprends bien, alors pour être sûr d'avoir bien compris, là, quand on les voit signer un traité d'amitié, pour vous, c'est pas le traité d'amitié qui signe, c'est l'acte de fin de la fascination mutuelle malsaine qui a été en fait finalement des années, des décennies de guerre. Oui, pour parler métaphoriquement, ils signent un contrat de divorce. Mais au niveau psychopolitique. Il y a 50 ans, ici même, le général de Gaulle recevait Konrad Adenauer pour le début de la réconciliation franco-allemande. Aujourd'hui, leurs deux successeurs inauguraient un mémorial. Nous abordons l'enfance du général de Gaulle. Passé, présent, tourmenté par la crise financière, au milieu des divergences d'appréciation entre Paris et Berlin, notamment à propos d'un projet de fonds de sauvetage des banques. Mais Nicolas Sarkozy va démentir qu'il n'ait jamais été évoqué devant la chancelière, qui n'a eu de cesse de le torpiller. Donc on voit bien que la réalité de la mésentente va prendre le pas. Alors peut-être que finalement, maintenant avec cette nouvelle génération, avec les problèmes que l'on connaît en termes de mondialisation, etc., peut-être que la relation franco-allemande, elle est sûrement moins évidente à gérer que précédemment. Parce qu'on a moins le recours à ces symboles qui, on voit bien, marchent moins, quoi. Hein. Oui, on a l'impression que c'est un peu un exercice obligé, en fait. C'est ça qu'ils ne le vivent pas vraiment. Voilà, ils ne le vivent pas vraiment parce que eux-mêmes, ils sont moins concernés que les prédécesseurs qui ont eu une sensibilisation à tout cela. Bon, et chez eux, voilà, ça fait partie du rituel. Voilà, il y a un côté rituel, là, on va essayer de faire. Finalement, le rituel remplace la véritable amitié de plus en plus, parce qu'on va en avoir des commémorations encore. Ah oui, et on en a de plus en plus. Oui. Donc ça peut être la difficulté. Alors peut-être, et là c'est intéressant, peut-être que le rituel, finalement, au lieu d'aider à se rapprocher, il peut aussi éloigner. Parce que si on met tellement l'accent sur le rituel et qu'à côté, la réalité dit autre chose, ça peut poser un problème. Le couple franco-allemand, c'est pas un chef-d'œuvre en péril, c'est pas une construction historique passée. C'est quelque chose qui est d'actualité. Le fait que la crise se soit invitée à cette commémoration et au fond occuper tous les écrans, occuper l'espace, c'est la preuve que c'est absolument essentiel que les Français et les Allemands parlent d'une seule voix et, au fond, arrivent à imprimer une position commune. Donc c'est au contraire la preuve de sa vivacité. Il faut évidemment commémorer, parce que historiquement, le fait que le général de Gaulle, avec son histoire, reçoive chez lui, à Colombey, le chancelier Adenauer, avec son histoire, est un symbole extrêmement fort pour l'époque. Mais au fond, cette page, elle est tournée. Aujourd'hui, c'est la page de la guerre. Ça reste important pour la paix, mais ce qui compte, c'est la dynamique en construction et en actualité du couple franco-allemand, et c'est pour ça que la crise s'invite et qu'elle occupe tout l'espace. Moi, je ne regrette pas ça. Je pense que la commémoration, c'est bien. Ce qui est important, c'est l'actualité. Sur le sommet de l'OTAN, outre l'entente entre l'Allemagne et la France, c'est quand même un symbole fantastique. La chancelière disait tout à l'heure en session, mais qui aurait pensé, 60 ans après, qu'on se retrouverait pour le 60e anniversaire à faire un sommet Allemagne et France ensemble. C'est la plus belle image qu'on puisse donner. Il ne s'agit pas de vivre dans la nostalgie. Mais enfin, c'est extraordinaire qu'on donne cette image. Nos prédécesseurs ont réconcilié nos deux pays. Il nous appartient de faire vivre cette réconciliation. C'est frappant quand on revoit ce sommet et des images de la conférence de presse, c'est que les deux, pour une fois, avaient l'air vraiment très détendus, réellement complices. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un cap, un rapprochement qui s'est opéré entre les deux ? Je pense que c'est normal. Regardez combien de temps ont mis Kohl et Mitterrand. Combien de temps ont mis Adenauer et De Gaulle. Combien de temps ont mis même Schmitt et Giscard d'Estaing. Et c'est normal qu'ils ont besoin d'un certain temps pour se rapprocher, pour découvrir aussi le style et les réflexes de l'autre. Et les contraintes des deux pays. Et les contraintes des deux pays.
Et c'est quelque part normal qu'il y ait des hauts et des bas, qu'on ait chaud et froid dans cette relation. Mais ce que je trouve bien, que les deux se ressaisissent en général, après une petite crise, après une période un petit peu plus difficile, ressaisissent et lancent une coopération étroite pour préparer ensemble les échéances clés. Exemple, la préparation ensemble du G20 à Londres début avril, et en même temps cette idée du sommet de l'OTAN sur le sol français et sur le sol allemand en même temps. Donc pour vous, ils se sont ressaisis? Oui. Les expériences politiques démontrent qu'on a besoin des investissements réguliers et avec beaucoup de force politique pour établir et réétablir cette amitié, car les pays sont assez différents, car le prestige national, les intérêts économiques, le rôle historique sont des forces assez formidables qu'il faut des politiciens décidés qui disent que l'Europe seulement avance si les deux avancent ensemble. Et si les politiciens à Berlin ou à Paris croient que c'est assuré, il ne faut pas faire rien pour ça, le risque pour l'Europe, essentiellement pour l'Europe, est qu'il n'y a pas des impulses pour définir un futur ensemble. Le haut représentant aux affaires étrangères, ministre européen des affaires étrangères européen, c'est une proposition franco-allemande. La présidence du Conseil européen, plus stable, 2 ans et demi renouvelable, c'est une proposition franco-allemande. Oui, donc c'est intéressant. Et là, l'impression qu'on a, si on veut faire le parallèle par rapport à l'époque actuelle, c'est que cette redynamisation après une période de tension, on ne la trouve pas à l'heure actuelle. C'est ça qui fait un petit peu défaut, quoi. C'est-à-dire que c'est une succession quand même de tensions. Et on ne voit pas un grand projet européen naître de manière commune. C'est ça un petit peu qui fait défaut à l'heure actuelle, je crois. La photo qu'on a vue qui démontre un homme et une femme souriants peut signaler que nous allons peut-être vers un futur justement plus détendu, dans la mesure où un problème a été résolu, c'est-à-dire la France est rentrée dans l'OTAN, et ça veut dire qu'au sein de l'Union européenne, où l'Allemagne et la France affichent depuis longtemps, très longtemps, une volonté d'aller de l'avant ensemble dans une politique commune de sécurité et de défense, peut-être nous allons faire dans les années qui viennent des progrès significatifs sur ce plan-là.